Donc qu'est-ce qui nous réunit ici aujourd'hui? C'est le fait qu'on croit profondément que quand on parle de changement, d'innovation, etc., ça va passer par les talents. Et si effectivement ça passera aussi par des talents qui sont en freelance, il faut aussi apprendre à travailler avec eux. Et apprendre à travailler avec eux, c'est aussi comprendre cette culture, ce mindset numérique et ces manières de faire. Et d'où le fait que vous êtes, on va parler ici dans ces lieux aujourd'hui aussi de freelance, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec eux. Et du coup, je vais laisser la parole à Valentin qui va vous expliquer concrètement de quoi il s'agit ce matin. Merci. Bonjour à tous. Merci Annabelle de nous accueillir ici. Et merci d'avoir bravé le froid, la neige, les intempéries. Alors, je suis Valentin Cordier, COO et cofondateur de Comet. Comet, pour ceux qui ne le savent pas, on est une start-up un peu plus d'un an et demi d'existence. Et Comet est une réflexion issue de plusieurs constats. Un constat sociétal sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de freelance, notamment sur des expertises et notamment sur les métiers de l'IT. Et un constat aussi qui est que le marché aujourd'hui du monde du service informatique est ultra fragmenté. On a énormément d'acteurs sur le marché, il y a une certaine opacité des prix, et pour vous, corporate, il y a aussi des sujets de sous-traitance en cascade. Donc de ces constats-là, on a décidé de créer Comet, qui est une plateforme capable de qualifier des freelances en amont, de qualifier plus ou moins automatiquement ces freelances, et de pouvoir les matcher de manière quasiment instantanée avec des besoins sur deux verticales, tech et data, des besoins corporate. Donc vous, corporate, vous pouvez décoder votre besoin en quelques clics et de manière très rapidement, vous trouvez votre freelance qui est qualifié. Et donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, Tomorrowworks, c'est un événement créé par Comet, c'est la seconde édition. La première édition était en octobre dernier sur les manières ou les moyens mis à disposition pour travailler de manière agile en grand groupe. Cette seconde édition est de mettre en lumière le Chief Freelance Officer qui finalement est un moyen ou est un sujet de réflexion pour que demain, vous, corporate, vous puissiez travailler dans un cadre et un environnement sain avec des freelances. On sait aujourd'hui, Annabelle l'a précisé tout à l'heure, qu'il y a de plus en plus de freelances sur le marché. Il y en aura encore plus dans les années qui vont suivre, puisque on a ce statut est de plus en plus reconnu. Comet s'entoure aussi d'acteurs du marché pour essayer de sécuriser ce statut, pour essayer de travailler et d'évangéliser auprès des corporates pour travailler correctement avec des freelances, puisque c'est un nouveau modèle de travail. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais laisser la main à Alexandre, qui est le modérateur de la table ronde. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Alexandre, de l'écosystème du Lab RH, un écosystème autour de l'innovation RH. J'ai joué le rôle de modérateur pour cette matinée, cette table ronde. Donc je vais accueillir les participants. D'abord Madame Laetitia, auteur. Bonjour. Bonjour Laetitia. Ensuite Nicolas. Bonjour. De Shine. Alexandre, Happydev, collectif de freelance. Et puis Guillaume, de Deezer. Est-ce qu'on peut le faire sans micro? Ça, tout le monde nous entend? Oui. Tu préfères? Pour la prise de son. Il y a la prise de son, ok. C'est bon. Tout le monde m'entend. Alors déjà, avant toute chose et avant de démarrer cette table ronde, il y a une question qu'on peut se poser. Qui sont ces fameux freelances dont on parle, Laetitia?
C'est vrai qu'il y a un peu une ambiguïté sur le terme, parce que freelancer aux États-Unis, ça veut dire tous les indépendants en fait, alors qu'en France, on commence à l'utiliser pour désigner un petit groupe d'indépendants, donc pas les artisans, les commerçants, les professions libérales, mais des nouveaux indépendants qui, à la différence des anciens, n'ont pas par exemple de fonds de commerce ou de licence, mais offrent leurs services directement aux entreprises et étaient auparavant probablement des salariés ou auraient été des salariés s'ils avaient travaillé il y a 30 ou 40 ans. Donc le plus gros groupe de ces nouveaux indépendants-là, de ces freelances, vient du monde de l'IT en premier, et puis petit à petit est rejoint par d'autres métiers liés au numérique, des graphistes, etc., qui, bon, pour le coup, étaient souvent indépendantes avant aussi, et tout un groupe voilà, de métiers, des community organizers, managers, etc., tout un tas de métiers liés au numérique, et petit à petit, il y en aura d'autres aussi, des consultants, etc. Et du coup, ces freelances, ils viennent par obligation, parce qu'on est sur des secteurs en difficulté, ou alors ils viennent aussi par opportunisme? En fait, quels que soient les freelances dont on parle, qu'on le prenne au sens large et qu'on inclut des chauffeurs de plateformes de VTC et des livreurs de pizza, ou uniquement des professions très qualifiées sur les métiers de l'IT, quel que soit finalement le type d'indépendant dont on parle, en fait, il y a quand même, en très très grande majorité des cas, un choix aspirationnel. Soit c'est parce qu'il n'y avait pas de travail sur le marché, c'est la vision typique du chauffeur de VTC de Seine-Saint-Denis qui n'a jamais eu d'opportunité de CDI sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas croire que c'est ça ou ça. Il est devenu entrepreneur pour justement se créer ses propres opportunités. Soit dans le cas des freelances qualifiés, ils sont effectivement un nombre très important aujourd'hui, c'est un choix à 97% dans le monde de l'IT, vraiment 90%, je ne sais pas qui sont les 3%. C'est effectivement pour éviter d'abord d'être vraiment coincé dans un grand groupe, pour échapper à des modèles de management qu'ils jugent enfermants et dont ils pensent que ça ne leur permet pas de travailler avec la flexibilité, etc. C'est pour choisir le type de mission sur laquelle ils vont travailler. Donc la plateforme Malte a fait une étude l'an dernier sur le freelancing en France qui montrait bien, parce que c'était un gros échantillon des freelances de la plateforme, qui montrait que c'était avant tout, premièrement, pour pouvoir choisir leur mission, deuxièmement, pour pouvoir avoir la flexibilité dans le temps de travail, et troisièmement, la flexibilité dans les manières de travailler, les conditions de travail en général. Donc dans toutes les réponses qui étaient apportées à pourquoi êtes-vous freelance, on voit que voilà, cet élément de liberté est extrêmement important pour eux. Toi, Alexandre, en tant que représentant d'un collectif de freelance, qu'est-ce que tu en penses de ce que vient de dire Laetitia? Oui, je ne sais pas si le micro est dans le mien. Ok, cool. Je suis en fait tout à fait d'accord. C'est-à-dire les 3%, pour le coup, je sais qui c'est. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas formés techniquement, qui effectivement, c'est un peu dans le même cas que le chauffeur VTC, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont en fait du mal à rentrer sur le marché du travail et qui choisissent une voie de la porte d'entrée du service, mais en tant que très junior, et qui la subissent et qui espèrent en fait acquérir un CDI. Sinon, pour le reste, je suis tout à fait en phase. Je pense que j'ai rien à rajouter. Okay. Et c'est vrai pour ce qui est du domaine du service, on choisit notre condition, quoi. Donc, une fois qu'on a défini qui était ce fameux freelance, maintenant il arrive dans l'entreprise. Du coup, à quoi sert finalement le freelance dans l'entreprise? Et est-ce que ce n'est pas un moyen pour l'entreprise de développer sa marque employeur, Guillaume? Alors, je pense qu'effectivement, alors si je parle de mon exemple, Deezer est une boîte tech, donc par définition, on est soumis au même régime que toutes les boîtes qui veulent grandir vite, recruter vite. C'est-à-dire qu'on a une concurrence accrue. L'enjeu, c'est d'attirer des talents, c'est de les attirer vite, les onboarder vite, et concrètement, ils se sentent collaborateurs de Deezer le plus rapidement possible. Donc, dans cette guerre des talents, nous, on a mis en place une variable d'ajustement, c'était en fin d'année dernière, qui est de se dire, si on n'arrive pas à recruter aussi vite qu'on le voudrait, pourquoi pas prendre des freelances pour nous aider à soulager les équipes RH, les équipes recrutement, dans leur quête de talent, leur donner le temps de rencontrer des bonnes personnes et de les recruter. Et pendant ce temps-là, du coup, on soulage aussi les équipes techniques en engageant des gens qui vont pallier à ces absences. Et
et qui vont du coup accompagner je dirais la croissance des effectifs techniques avec du coup plus d'agilité, plus de flexibilité aussi. Mais l'enjeu aussi c'était de pouvoir vraiment transformer Deezer par rapport à cet enjeu actuel qui est, comme je le disais, une guerre des talents accrue et où tout le monde en fait est confronté au même sujet, recruter vite et bien. Est-ce que du coup on peut parler d'une opportunité d'apprentissage pour les collaborateurs et de les faire évoluer? Alors je vais peut-être laisser la parole justement aussi à Nicolas qui peut apporter son retour d'expérience. Ouais, nous, il nous est arrivé un truc assez rigolo dans la façon dont j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai créé Shine. C'est que la boîte d'avant que j'avais créée s'appelle Printic et je l'ai vendue à M6 et je suis resté chez M6 2-3 ans derrière pour gérer l'intégration. Et M6, Printic, c'était avant tout une application et un jour on a voulu lancer un site web pour faire la même chose que ce qu'on faisait depuis mobile. Et c'est un projet qu'on a planté plusieurs fois en interne parce qu'on n'avait pas le temps, en externe avec des agences en Europe de l'Est où on communiquait mal. Et on s'est dit, bon, on essaie de recruter quelqu'un pour le faire en interne. Et de trouver quelqu'un de bien, de compétent, qui va prendre le projet en main et qui va le faire. On a vu quelques candidats, on a rencontré Raphaël, il nous a paru super bien, on lui a dit parfait, combien tu veux, 55K, très bien, je vais voir les RH d'M6, et je leur dis voilà, il faut qu'on prenne Raphaël, il est très sympa, il est très fort, c'est 55K. Ils m'ont dit ah ça va pas être possible du tout, ça rentre pas dans les grilles. De quoi vous me parlez de grille? Déjà on a réussi à faire venir quelqu'un de super fort en dehors de Paris, déjà en dehors du 2e arrondissement, donc en dehors de Paris vous imaginez, et parce que pour les devs c'est pas si évident. Ils m'ont dit non c'est pas possible, ça va déstabiliser complètement la structure, on peut pas faire ça. Et après quelques discussions, on en reparle avec Raph, il était un peu déçu, on s'est dit bon bah très bien, faisons-le en freelance. Je passe un peu vite sur les risques associés, et donc on l'embauche en freelance. Au final il était mieux payé en freelance que ce qu'il aurait été en CDI, et je parle en coût employeur, hein. Donc en net il touchait beaucoup mieux. Et au final on a réussi à le faire venir comme ça dans l'équipe. Il a cartonné le projet, il a fait en 3 mois ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 1 an. Ça s'est très bien passé en tout le monde, et il est arrivé avec des techniques de travail que les autres n'avaient pas, en utilisant des outils que les autres n'utilisaient pas. Il a fait progresser toute l'équipe dev, il a réorganisé la façon dont on bossait les uns avec les autres alors que son projet n'était qu'un projet parmi d'autres. Et au final tout le monde était super content de la façon dont on bossait ensemble. Et donc je pense que c'est un assez bon exemple de la forme de flexibilité que les freelances peuvent apporter. On peut faire des choses, on peut faire avec des freelances des choses qu'on ne pourrait pas faire en temps normal parce qu'on a des carrières à gérer, parce qu'on a beaucoup de gens à gérer, et ça permet d'apporter un éclairage sur certains sujets. Et toi, Alexandre, du coup, en représentant ce domaine de freelance, est-ce qu'il ne faut pas aussi réussir à procurer une bonne expérience pour le freelance et se dire finalement pour l'entreprise, un freelance qui a une bonne expérience peut devenir potentiellement un salarié de demain? Alors, je ne sais pas si... Enfin, c'est assez compliqué de faire passer le freelance en salarié. Enfin, c'est quelque chose à laquelle il n'aspire pas forcément. Du coup, ça aurait plutôt tendance à le faire fuir, sauf si tu lui proposes un salaire mirobolant. En revanche, évidemment qu'il faut lui mettre des conditions de travail attrayantes. Comment dire l'histoire que tu présentes est assez belle, c'est-à-dire une fois que si tu lui donnes les clés, en fait, après il faut pas, le freelance n'est pas quelqu'un de magique et de forcément exceptionnel, mais si tu le brides pas trop et que tu le laisses, en fait, la plupart sont quand même pas mal entrepreneurs dans l'âme. C'est un peu pour ça qu'ils se sont mis à leur compte. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, c'est le cas des bons. En fait, les bons, ils sont quand même c'est quand même des bons entrepreneurs dans l'âme, mais si tu les brides pas trop dans leur mission et que tu les laisses un peu s'exprimer, ils peuvent effectivement pas mal aider l'entreprise. Et je pense que le meilleur moyen de les accueillir, c'est un peu de leur laisser un espace de liberté dans lequel ils peuvent pas mal s'épanouir, quoi, et vraiment prendre la main sur les sujets que tu leur donnes. D'accord. Ouais, il y a un truc que je voudrais ajouter, c'est un peu inhérent à la fonction même de freelance, c'est que normalement, techniquement, quand on embauche des freelances, c'est pour réaliser une mission, c'est surtout pas pour faire des jours hommes, en tout cas c'est le cadre que la loi propose. Et c'est une très bonne chose en fait, parce que généralement c'est des gens qui arrivent en étant très centrés sur le projet et la mission qu'on leur a confiée, parce qu'on leur dit voilà, t'es payé tant pour faire ça, et ils n'ont pas d'enjeu de carrière, pas d'enjeu de se faire super copain avec tout le monde. Alors ils ont envie de travailler dans de bonnes conditions et de participer à une aventure, mais ça recentre tout le monde autour du projet, parce que eux, leur seul objectif c'est de bien faire le boulot qu'on leur a demandé, généralement, parce que c'est ça qui fait qu'ils seront payés correctement ou pas, qu'ils seront réembauchés pour d'autres missions ou pas, et qu'ils seront recommandés ou pas. Et ça nettoie beaucoup la relation de travail en fait. Et c'est sous cette forme-là que c'est assez bénéfique également.
Je reviens sur ce que tu disais, Alexandre. Un freelance ne va pas être forcément embauché, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des va-et-vient, Laetitia, dans le monde du freelancing, sur CDI, freelance, freelance, CDI, etc. Alors, il y en a un petit peu quand même, parce que il reste quand même pas mal de points de blocage dans la société quand on est freelance, et surtout quand on est jeune et débutant et que on n'a pas eu de CDI. L'accès au logement, ça reste une des raisons pour lesquelles ponctuellement un freelance peut souhaiter avoir un CDI pour signer un bail, pour prendre un emprunt, et en général il ou elle n'y restera pas. Donc c'est vraiment très temporaire, c'est 1 an, 2 ans, le temps nécessaire. À un moment, il peut y avoir aussi une envie, voilà, de revenir à quelque chose de stable, de plus avoir de comptabilité, de paperasse, et puis très vite ils se rendent compte non, ça va pas être possible, parce qu'il faut que les conditions de travail soient propices, soient adaptées à leurs aspirations, et souvent c'est pas le cas dans le cadre d'un salariat classique, dans une entreprise classique, ça va être compliqué. Donc ils reviendront au freelancing. D'accord. Ouais, vas-y. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord. Après, je pense que c'est une situation qui est en fait temporaire. C'est-à-dire, moi j'en connais des gens qui sont partis en CDI pour se trouver un logement. Mais je pense que tout ça est assez temporaire. Je pense que les lois vont finir par évoluer. On voit aussi pas mal de services qui arrivent sur le marché, comme WeMind vient de sortir, ça garantit au logement. Donc, WeMind ? Oui, qui est disons c'est une start-up d'assurance qui vient de lancer une garantie logement pour les freelances, pour les indépendants en fait. Donc c'est un produit d'assurance qui qui est destiné à permettre aux freelances d'accéder aux prêts ou plutôt d'accéder à la location avec une garantie assurée par WeMind. Ouais, c'est ça. Au niveau de la stabilité, on voit des plateformes comme Comet, comme Malte que tu as cité, des collectifs comme les nôtres, comme Copanam, qui offrent aussi une certaine stabilité dans le pipe commercial, etc. Donc je pense que ça va devenir de moins en moins un sujet d'avoir recours à nouveau au CDI. Je pense que c'est quelque chose de très temporaire et je pense que ça va vite cesser. D'accord, ok. Du coup, après, on va se poser la question maintenant de la place du freelance dans l'organisation. Aujourd'hui, les organisations évoluent. C'est vrai que les sociétés sont aujourd'hui considérées comme des écosystèmes fermés. On va de plus en plus vers des écosystèmes ouverts. On va essayer de centraliser. Aujourd'hui, les entreprises vont internaliser au maximum des compétences en CDI. Demain, elles vont devoir s'appuyer justement sur un écosystème extérieur, donc de freelance, pour apporter leur expertise. Mais est-ce qu'il faut internaliser cette expertise? Quand je parle d'internaliser, c'est on-site, ou est-ce qu'il faut travailler en remote avec les freelances? Donc, quelle est la place finalement du freelance dans l'entreprise, Nicolas? Ouais, alors moi j'ai une vision assez tranchée là-dessus. Je pense que ça peut se passer de plein de façons, mais dans mon cas particulier, ça s'est toujours mieux passé quand ils étaient sur site et pas forcément à plein temps. Au final, ce qui fonctionne le mieux, enfin en tout cas ce qui a fonctionné le mieux dans le passé et ce que je reproduis maintenant, c'est de trouver des freelances qui peuvent venir travailler au sein de l'équipe au moins 2 jours dans la semaine. Moins ça fait qu'on n'arrive pas à créer vraiment de lien humain et d'adhérence et d'esprit d'équipe autour du projet pour lequel a été embauché le freelance. Et plus, c'est pas forcément nécessaire parce qu'au final, on est assez libéraux sur le télétravail et il est rare que tous les membres de l'équipe soient là 5 jours dans la semaine, donc entre 4 ou 3 ou 2. Au final, ce qui se passe, c'est que c'est 2-3 jours par semaine. Et ça, d'après nous, c'est le bon compromis pour à la fois avoir l'impression d'être une équipe et de travailler sur le même projet et garder la liberté nécessaire et l'éclairage extérieur et une forme de créativité qui vient du fait que parfois on travaille chez soi ou que parfois on travaille dans des espaces de coworking avec d'autres free et que donc on apporte cette fraîcheur-là à la boîte aussi et on ne devient pas un salarié comme les autres, quoi. Je crois que chez Deezer, Guillaume, tu inclus les freelances dans tous les sprints. Donc finalement, il y a une présence on-site. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut créer un sentiment d'appartenance. Je fais vraiment un parallèle avec le recrutement parce que j'étais recruteur dans une vie pas si ancienne que ça. Ce qui est hyper important, c'est évidemment de sourcer les bons freelances, ceux qui vont être en phase complète avec le projet, qui vont être très motivés et qui vont avoir un fit culturel avec nous. Mais après, le second sujet, c'est vraiment l'intégration, l'accompagnement. Donc c'est là-dessus aussi on essaye d'être hyper vigilant. Nous, pour rebondir sur ce que tu disais, pour l'instant, tous nos freelances tech sont full-time chez Deezer, donc ils sont physiquement présents sur Paris. Bon, il y a aussi une raison importante, c'est que l'ensemble des équipes techniques de Deezer sont basées à Paris. Donc c'est un espèce de hub. C'est à la fois une force parce que il y a une adhésion au projet et un sentiment d'appartenance qui est très fort. Ça peut être perçu comme une faiblesse par certains parce que et justement
cette importance d'être au quotidien avec les équipes, et il y a moins le remote et tous ces sujets-là sont aujourd'hui en discussion, mais prennent plus de temps, évidemment, parce que quand on est une équipe de 160 personnes tech physiquement présentes à Paris, on peut pas ouvrir du jour au lendemain les vannes sur du remote. Mais voilà, le plus important, c'est l'adhésion au projet, en comprenant tous les petits mécanismes au quotidien, en fait. Les sprints, tu en parlais, voilà, c'est que nous, on a des cycles de production qui durent 2 semaines. Les freelances, évidemment, sont intégrés dans chacune des équipes et participent au sprint au même titre que les full-time. Mais bon, le plus important, c'est qu'on n'ait pas un plateau de freelance à un endroit et les équipes full-time de l'autre. Comme il n'y a pas de culture du freelance chez Deezer, moi je le vois comme une énorme force. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive un matin pour travailler dans une équipe, il ne va pas être regardé bizarrement comme quelqu'un qui a un statut différent d'un full-time. Eux, ce qui importe les équipes techniques, de toute façon, c'est d'avoir des bras et des cerveaux qui soient avec eux pour monter nos projets. Donc eux, ils sont ravis quand il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe pour pouvoir porter nos projets, quoi. Oui, vas-y. C'est très intéressant d'insister sur le fait que c'est effectivement très important qu'il y ait un travail d'équipe avec les internes et les freelances qui les rejoignent. Mais du coup, ça pose des problèmes pour les entreprises qui sont effectivement très loin de Paris, par exemple. Difficulté de recrutement, parce qu'en fait, même recruter les freelances, c'est pas si facile, parce que justement, comme il faut être sur site, aller en lointaine banlieue, c'est un problème. Et puis il y a des questions d'attractivité pour le recrutement des freelances qui sont liées précisément à cette question de travailler ensemble. Et que s'il n'y a pas le fit culturel, s'il y a une ambiance de travail, un modèle de management, une ambiance qui n'est absolument pas propice qui n'est absolument pas adaptée aux aspirations des freelances, ça va être un problème. Donc recruter, en fait, c'est pas si facile, même recruter des freelances. Et je vais te faire réagir, toi, Alexandre. Du coup, dans ce collectif HappyDev de freelance, c'est du remote, c'est du on-site, c'est quoi ? C'est une bonne question. Alors, je me rends compte du coup que moi, je vais avoir un point de vue qui est un peu décalé, dans le sens où nous, on est du coup un collectif de 200 freelances, et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. En fait, on répond pas, c'est-à-dire on n'envoie pas un freelance dans une entreprise. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on reçoit des demandes, on constitue des équipes de 3-4 personnes et on traite les projets. Et du coup, nous, un moyen d'être en phase avec, disons, leur horloge biologique, le truc, et les phases de la journée où ils s'estiment être les plus productifs, et que du coup, si tu cherches à les sortir de leur zone de confort, pour le dire un peu crûment, ça va les faire chier, puis ça va les rendre moins productifs, quoi. Mais à ceci près, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et nous, pour le coup, on pratique beaucoup de remote. Ok, merci. Après, on peut parler de la notion d'onboarding, justement. Alors, dans le cas où c'est du on-site, derrière, il faut réussir à onboarder, tu utilisais ce terme-là tout à l'heure, Guillaume, les freelances, et leur créer finalement un sentiment d'appartenance, par exemple des participations à des meet-up en interne dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience par rapport à ça sur l'onboarding ? Ouais. Alors déjà, juste pour expliquer comment ça s'organise aussi chez Deezer, pour expliquer pourquoi je m'occupe des freelances et je m'occupe pas des full-time. À la base, j'étais recruteur, donc rattaché à une direction des ressources humaines. Et les freelances n'étaient pas gérés par les ressources humaines parce que ce n'est pas des full-time. Et puis il y a déjà fort à faire aussi pour gérer nos full-time, nos collaborateurs permanents, j'entends. Et du coup, on a pris la décision que je sois rattaché aux équipes techniques, à la direction technique, pour m'occuper du coup en partie des freelances. J'ai 2 missions. Hein. La principale, c'est quand même d'organiser toute la vie événementielle pour nos équipes techniques, donc des meet-up, des hackathons, des rencontres, en fait, créer des opportunités d'apprentissage entre l'interne et l'externe. Donc favoriser les échanges, les rencontres, les confrontations. Voilà, ça c'est vraiment ma mission première. Et puis contextuellement, quand il y a des sujets de croissance, comme je le disais, d'arriver à accompagner la croissance de nos effectifs, je m'occupe des freelances. Pour répondre à ta question, du coup, sur l'onboarding, il est essentiel en fait aussi bien pour un freelance qu'un full-time à mon sens. Donc moi, avec mes petites mains, j'ai mis en place des process d'intégration des équipes de freelance. Alors des équipes où il faut savoir qu'il
qu'il y a 16 freelance tech actuellement chez Deezer. On n'est pas sur une armée de freelance. Mais l'idée, c'est simple, hein, c'est de leur expliquer dès le premier jour et même avant, à travers les rencontres qu'on a avec eux, parce qu'on leur fait visiter les bureaux, on les fait rencontrer différentes personnes, différents métiers aussi, ça c'est hyper important. Bien que ce soit des techs, on leur fait rencontrer aussi des gens qui travaillent sur du produit, des gens qui peuvent travailler sur des sujets de web marketing, s'il y a un enjeu avec leur quotidien. Et puis après, quand ils sont dans nos murs, l'idée c'est qu'ils aient une vision globale et très vite du mécanisme des différentes équipes, de l'organisation, et puis après de rentrer un peu plus en détail sur les sujets de leur équipe. Donc ça, ouais, on y passe le premier jour, la première semaine, sont cruciaux en fait pour la bonne adhésion au projet, parce que je pense que pareil, il y a une idée reçue qui est de se dire que le freelance, c'est bien, on peut s'en séparer du jour au lendemain si ça fonctionne pas. En fait, les conséquences, elles sont fortes. Si un freelance, ça se passe pas bien, parce que oui, il part, mais s'il part avec un sentiment de déception et d'expérience inaboutie, il va le communiquer à tout son réseau et il va y avoir un effet boule de neige qui va jouer clairement contre je dirais la société. Donc, on revient sur la notion de marque employeur tout à l'heure. Donc la marque employeur, voilà, exactement. Moi, je considère un freelance, même s'il part 3 mois, même s'il vient 3 mois, 6 mois chez nous, au final, le but du jeu, c'est que quand ils partent, ils disent, en fait, c'était sympa, c'était une belle aventure, c'était une belle tranche de vie chez Deezer. Voilà, c'est le but du jeu. Et sur le cadre justement à proposer aux freelances, tu parles de départ des freelances, il y a toujours cette notion de capitalisation aussi, du savoir-faire sur les projets, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui intervient pendant 6 mois, s'il part avec toutes les compétences et tout ce qu'il a pu faire, c'est risqué pour l'entreprise. Ouais, c'est responsabilisant à 2 niveaux. C'est d'une part les équipes qui accueillent un freelance, elles doivent travailler sur leur documentation et effectivement sur tout un paquet de choses pour onboarder la personne. Donc ça c'est très responsabilisant pour le futur manager du freelance. Il y en a certains qui n'avaient pas eu l'occasion d'avoir des collaborateurs qui leur étaient rattachés. Donc c'est une formation. Alors c'est aussi une formation à leur niveau. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement que le freelance puisse transmettre aussi, évoquer, discuter, partager ses expériences passées et ses compétences. Et donc du coup notre enjeu aussi c'est de pouvoir leur donner une fenêtre d'expression sur leur sujet. Et pour en donner un exemple très concret, on a un développeur en freelance chez nous qui s'est passionné pour le langage Rust qui a été développé par Mozilla, et comme il est sympathique, comme il est en connexion avec eux, il m'a proposé un jour de pouvoir présenter ce langage chez Deezer, qui est un langage qui est absolument pas utilisé. On a organisé un petit, ce qu'on appelle un BBL, c'est un Brown Bag Lunch, c'est entre midi et 2. Les collaborateurs vont acheter à manger, reviennent, et il y a une présentation qui dure 30 minutes, 1 heure, et puis c'est un échange en fait assez ouvert. Voilà, là on lui a donné l'occasion de pouvoir en parler. En fait, il y avait beaucoup de gens qui assistaient. En externe, on voyait aussi des gens qui nous envoyaient des messages en disant c'est super, que vous donniez l'occasion de pouvoir parler de ce langage, etc. Donc en gros, il faut qu'ils aient la même légitimité à pouvoir exprimer leurs idées qu'un collaborateur. Alors évidemment, il est rattaché à une mission, il a un périmètre d'intervention, et c'est là-dessus qu'on va estimer si une collaboration se passe bien ou pas. Mais il y a toute une vie autour auquel ils doivent pouvoir prétendre, que ce soit dans les moments, comme je vous disais, dans les cycles d'agilité, mais aussi des moments plus ludiques. Par exemple, la soirée de Noël, ça me paraissait important qu'ils y soient aussi, parce qu'ils passent finalement 5 jours par semaine au bureau, comme tout le monde. Donc voilà. Là, tu parles d'expérience de vie du freelance, mais encore une fois, je reviens sur la question, sur capitaliser ce que le travail effectué par le freelance. Comment on fait? Alors peut-être qu'Alexandre, tu le vis, je ne sais pas comment c'est géré au sein d'Apidev, puisque vous êtes en remote. Une première chose, le premier truc qui me vient en tête, c'est s'assurer que tu as des contrats de cession de droit. C'est-à-dire que le mec se barre pas avec la propriété intellectuelle. C'est marrant, mais j'ai vu le cas plusieurs fois. De clients qui arrivent en panique en se disant mon freelance s'est barré avec ma propriété intellectuelle. Et en général, ça fait chier. En dehors de ça, sinon, si l'idée c'est qu'il lègue aux équipes internes son travail en partant, il faut s'assurer que les sources sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'est pas filé des fichiers compilés, que ce soit des créas graphiques ou du code, mais qui est bien les sources ouvertes que les gens vont pouvoir s'approprier derrière, que tout soit bien documenté si ça s'y prête bien, qu'il y ait une petite passation orale et une petite formation des équipes en interne.
rien. Enfin, le truc assez classique de passation de témoins, quoi. Ça va même au-delà. Enfin, ça c'est totalement la base, mais au-delà de ça, en fait, il y a une capitalisation qui peut se faire sur un ensemble de savoirs qui sont précisément pas le code ou la production en elle-même, mais des éléments culturels, des éléments de méthode, des éléments d'outils utilisés. En fait, il y a une forme de pollinisation qui peut se faire entre les freelances et les entreprises dans lesquelles elles viennent travailler. Si la collaboration est bonne, il y a un enrichissement considérable qui peut être fait. Et il peut même y avoir un pouvoir transformationnel des freelances dans les organisations, c'est-à-dire que pris comme des agents de la transformation dans l'interne, ils peuvent amener différentes méthodes de travail et différents outils. Donc je voulais juste vous signaler que j'ai réalisé avec Malte une étude sur la transformation par les freelances, transformation corporate par les freelances, qui sera en ligne sur le site d'ici 2 semaines à peu près. Et donc c'est exactement ce sujet-là, c'est-à-dire cette idée de pollinisation et comment est-ce que l'organisation peut se transformer avec les freelances. Ok. Alors après, on arrive finalement à un constat, c'est qu'il faut créer un environnement de confiance dans l'entreprise pour accueillir ces freelances, à la fois pour garder ce savoir-faire interne sur la production de ce qu'a fait le freelance, mais aussi la culture de l'entreprise. Donc il faut créer un cadre légal. Je crois que chez Deezer, tu as mis en place, toi Guillaume, une sorte de framework pour gérer ces aspects juridiques, parce que là on commence à toucher justement à une dimension juridique, les délais de paiement des freelances, le risque de requalification aussi. Le risque n'est pas nul, même si a priori dans la population tech ça arrive quasiment jamais, mais on peut imaginer que demain sur d'autres populations, eh bien, il peut y avoir des requalifications de contrats. Ouais, l'idée c'était simplement d'avoir un template, enfin un modèle de contrat type pour l'ensemble de nos freelance tech. Quand auparavant, c'était géré un peu de manière opportuniste, toujours hein, avec le département legal, mais on avait différentes modalités de contrat avec nos différents partenaires. Là, l'idée c'est de simplifier l'approche, de définir un cadre qui soit t'y adhères pas, mais voilà, nous on fonctionne comme ça, et après on peut discuter effectivement quelques clauses. Mais c'était pour aller plus vite, être plus agile aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des conditions générales qui sont validées avec le département legal, si on a un besoin de freelance à déclencher, on est hyper rapide parce qu'on sait que le partenaire en question a déjà signé ces modalités-là, donc ça peut aller très vite pour l'engager. Donc ça, c'était vraiment un enjeu de réactivité, un enjeu effectivement après aussi contractuel et administratif. Tu as parlé justement vous avez parlé de propriété intellectuelle, donc il y avait ça, des clauses de non-sollicitation, etc. Donc tout ça, on l'a mis en place pour être plus agile et plus transparent aussi vis-à-vis des partenaires avec lesquels on travaille. Ils savent ils connaissent le cadre contractuel quand ils nous contactent, et nous après inversement on s'engage à être hyper réactif s'ils ont respecté les règles du jeu, quoi. Nicolas, tu as un retour d'expérience là-dessus justement sur... Ouais, retour d'expérience, en tout cas on avait bossé un petit peu sur le sujet. C'est-à-dire que même si le risque de requalification n'est pas super répandu, ça arrive quand même. Je crois qu'il y a des grosses banques françaises dont le logo est rouge, qui ont eu un souci à un moment donné. Et, alors, je connais pas bien l'histoire, donc je connais pas l'ampleur du problème, mais je sais qu'en tout cas ça les a refroidis. Et du coup ça se diffuse. Ah oui, c'était des SS2I. C'était des prestataires de sociétés de conseil. Voilà, exactement. Et en fait, c'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on est une grande boîte, qu'on se protège avec des prestataires, en passant par des prestataires, que c'est eux qui prennent le risque sur eux. En fait, c'est l'inverse. Plus il y a d'opacité, plus le risque de requalification est fort, parce que quand il y a des sous-traitants en cascade, en fait, c'est vrai que le freelance en bout de chaîne qui finalement reçoit 400 € jour homme alors qu'il est facturé 1200, ou je ne sais pas quels sont les pourcentages, ça dépend de la cascade, va avoir effectivement plus de ressentiment et puis peut effectivement à un moment avoir envie de demander une requalification. Dans les freelances en direct, déjà on n'a pas de risque de prêt de main-d'œuvre illicite, etc. Puisque quand on est freelance, on est son propre patron, on ne peut pas se prêter à soi-même la main-d'œuvre. Donc déjà ça n'existe pas. Et le risque de requalification est beaucoup plus faible, voire quasi nul, parce qu'en fait il y a une relation de transparence et il n'y a plus du tout cette opacité. Donc la banque en question, effectivement, il y a eu des tas de soucis, mais c'était des freelances qui étaient cachés par des prestataires, par une cascade de prestataires. Et je pense que la différence est importante. En fait, de manière générale, il faut faire attention à créer un cadre qui est clair sur le fait qu'il n'y a pas que c'est pas un employé et qu'il n'y a pas un lien de subordination directe. Et à partir du moment où on se met bien dans le contexte d'un projet et que c'est une mission qui est réalisée,
on est à peu près safe. Mais en revanche, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que typiquement, quand le freelance fait ses factures, il faut qu'il mentionne des tâches, des missions, qu'il ait une forme de responsabilité dans ce qu'il livre. Si c'est juste des jours hommes, on est un peu plus dans une zone dangereuse. Pareil, il faut qu'il puisse rester libre de sa façon de s'organiser et de son emploi du temps. Par exemple, il faut essayer d'éviter d'avoir un freelance qui demande j'aimerais bien prendre mon vendredi, est-ce que c'est OK pour toi, et lui répondre par mail. Parce que là, on prouve très clairement un lien de subordination. Ça paraît évident, mais voilà. Il y a des trucs. Adresses mail aussi. Mais alors, ça, c'est un truc flou pour le coup. Concrètement, normalement, il ne faut pas créer d'adresse mail, par exemple, @shine au freelance. Mais ça, je trouve ça absurde, parce que pour le coup, c'est le moyen de communication de base dans l'entreprise. Il y a Slack aussi qu'on utilise. Systématiquement, la première chose qu'on fait quand on embauche des gens, même si c'est pour une mission, alors peut-être pas pour une semaine, mais à partir du moment où c'est quelques mois, ils vont avoir une adresse @shine, juste simplement parce que comme ça, on les met dans la liste de diffusion de quand on écrit aux gens. Mais c'est un outil de communication. Donc, ne le faites pas normalement, mais je le dis, nous on le fait, et je pense que c'est bête d'interdire ça, parce que par principe, si on veut que les gens travaillent ensemble, il faut qu'ils utilisent les mêmes outils. Mais l'adresse mail. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Ouais. En fait, les magistrats se basent sur un faisceau d'indices pour prouver le lien de subordination et pour du coup faire une requalification. Mais si c'est effectivement la base de la collaboration, c'est un indice. Effectivement, il ne faut pas que dedans il y ait un mail sur est-ce que je peux prendre mon vendredi. Oui, c'est. Voilà. Et non, le truc peut-être le plus important quand même à avoir en tête, encore une fois, c'est des évidences, mais c'est bien qu'elles soient claires. C'est bien vérifier qu'il a un statut légal. Qu'il est capable de facturer, qu'il remplit ses obligations fiscales et sociales, parce qu'en fait c'est là qu'est le plus gros risque, parce que c'est là que ça peut être du travail illicite s'il n'est pas dans un cadre propre. Alors finalement, ouais, alors vas-y Alexandre. Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est de dire que le risque est nul. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, comment dire. En fait, tant que tout se passe bien, le risque est nul. Mais le risque existe uniquement quand les gens s'engueulent, quoi. Quand l'entreprise s'engueule avec le freelance, il en parle à son pote juriste qui lui dit bah, tu sais qu'en fait, c'est du salariat déguisé, et c'est là qu'il attaque l'entreprise. Donc, tant que tout se passe bien, je pense qu'effectivement, le risque est nul. Oui, mais je veux dire, on ne le sait pas à l'avance que ça va mal se passer, quoi. Ça se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Ça peut se passer bien pendant 2 ans et puis un jour ça se passe mal, quoi. Et c'est justement depuis que ça se passe bien depuis longtemps qu'on peut montrer qu'il y a du salariat déguisé. Et aussi, on ne parle pas en fait, mais je suis assez d'accord que le risque de délit de marchandage est en fait négligeable, quoi. La requalification, c'est négligeable. En revanche, un risque dont on parle peu, et qui est pourtant majoritaire sur le marché, c'est la dépendance économique, en fait. Alors, je n'ai plus les idées claires sur les chiffres, mais en fait, un freelance, vis-à-vis d'une grosse boîte, est très vite en dépendance économique vis-à-vis de la boîte, et on ne pense pas à s'en inquiéter. Ouais, avec les fameux délais de paiement des grandes sociétés à 90 jours pour les freelances. Et au-delà de ça, il y a le pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu réalises avec un seul client. En fait, un bon exemple, la meilleure façon de prouver que tu n'es pas salarié, c'est que tu as plusieurs clients déjà. Et donc, normalement, il faut les analyser sur une base annuelle. Mais évidemment, quand on fait une mission de 6 mois, 1 an, il est très possible que pendant 1 an, on ait 100% de son revenu avec un seul client. Et normalement, un fournisseur ne doit pas avoir, ou en tout cas, il faut le déclarer quand on a un fournisseur en situation de dépendance. Ça veut dire que si vous lui coupez les vannes, il fait faillite. Mais dans le cas des freelances, c'est un peu particulier parce que, si je ne me trompe pas, cette loi a été surtout pensée dans le cadre de contrats pluriannuels avec une fourniture régulière. C'est typiquement, je fais des essuie-glaces pour une boîte automobile et 80% de ma production va chez Peugeot. S'ils coupent, il y a 20 emplois par terre. Et donc c'est ça l'esprit de la loi. Mais effectivement, quand on le transpose au contexte des freelances, c'est un peu touchy parce que généralement ce ne sont pas des contrats pluriannuels par définition. Mais on peut quand même être largement en situation de dépendance économique, faire 70, 80, 100% de son chiffre d'affaires. Et c'est par exemple certaines plateformes de livraison de repas se posent cette question, parce qu'un baker Deliveroo, il a de bonnes chances de faire 100% de son chiffre d'affaires avec Deliveroo par exemple. Et du coup, dans les entreprises, qui va gérer ça? Est-ce que ce sont les achats qui va gérer la relation avec ces freelances? Est-ce que ça revient aux ressources humaines? Ou du coup, est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir si un chief freelance officer a toute sa place dans cette organisation? Je pense que c'est une question de maturité.
Nous, comme je le disais, c'est qu'on a pris la décision qu'il y ait une personne dédiée pour gérer les freelances, pour professionnaliser l'approche avec les freelances, et en l'occurrence, c'était les équipes techniques qui en avaient majoritairement besoin à ce moment-là. Mais on peut tout à fait imaginer que des personnes rattachées au RH soient amenées à gérer les freelances, dans la mesure où le freelancing va de plus en plus devenir quelque chose de courant dans les entreprises, et donc c'est des personnes au même titre que des collaborateurs permanents qu'il faut accompagner. Donc voilà, je pense qu'on est en France, on est encore un peu frileux par rapport au freelancing, et puis après il y a une chose aussi qu'on s'est pas dit depuis le départ, c'est que le freelancing a un coût qui est important. Pour plein de boîtes, elles peuvent se montrer frileuses à l'idée d'engager des freelances parce que c'est des budgets qui sont considérables à sortir. Financièrement, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement qu'un CDI, on va dire. Donc voilà, c'est très contextuel. Une nouvelle fois, en France, le freelancing prend de l'ampleur avec toutes ces économies émergentes, et aussi c'est logique d'accélération, hein, une nouvelle fois. Est-ce qu'on n'est pas encore sur une notion de variable d'ajustement ? C'est-à-dire se dire on prend des freelances parce qu'on a un pic d'activité et après on va pouvoir s'en débarrasser rapidement et pas recruter. Je pense qu'il y a deux approches. Ouais. Nous, c'était clairement pas ça. Nous, c'était comme je le disais, on a adoré recruter plus. Simplement, le marché étant assez tendu, il fallait être prudent et pas recruter n'importe qui à n'importe quel coût. Donc nous, en l'occurrence, non, c'était pour gérer notre croissance et professionnaliser l'approche du recrutement sur ces sujets-là. Mais oui, comme je le disais, il y a aussi des boîtes effectivement qui prennent des freelances pour dissimuler des CDI ou ne pas recruter en CDI. Voilà, nous c'était clairement pas ça, quoi. D'accord. Aussi, souvent les boîtes font appel à nous. Comment dire ? Il y a des gens que tu peux pas salarier dans le sens où tu en as besoin sur des durées relativement courtes. Je te prends l'exemple du l'UX designer, par exemple. Tu le fais intervenir dans une phase assez amont de la création d'une plateforme et tu n'en as pas besoin sur 6 mois, tu en as besoin sur 2 mois. Tu peux refaire appel à lui après sur différentes itérations, mais tu en as besoin une petite durée bien efficace au début. Et après, en fait, tu veux qu'il aille ailleurs. Et en fait, les bons sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui coûteraient très très cher à salarier. Du coup, c'est pas uniquement quand tu as un pic d'activité, c'est ça que je cherche à dire, c'est parfois sur des missions un peu pointues, un peu précises, faire intervenir une compétence clé sur 1 mois ou 2, ça fait sens, quoi. On revient sur la notion justement de l'évolution des organisations où les entreprises vont garder en interne en CDI des compétences essentielles à l'entreprise, mais après vont s'entourer d'expertise et donc de freelance, d'un écosystème aussi satellite que l'entreprise va pouvoir solliciter à tout moment, non pas pour faire face à une charge d'activité, mais justement par rapport à des compétences spécifiques à avoir à un instant T. Je suis assez convaincu de ça. D'ailleurs, nous, on a construit l'ensemble de l'entreprise sur ce concept. C'est-à-dire que chez nous, il y a 0 salarié. Pourtant, on se considère quand même comme une entreprise de 200 personnes où, en fait, on a un pool de compétences disponibles et on fait intervenir chacun quand on reçoit les demandes. Enfin, c'est vraiment l'entreprise hub telle que tu la présentes là. Sauf qu'on a un peu poussé le concept à l'extrême. Mais enfin, du coup, je suis convaincu que le marché tend vers ça. Après, ce fameux Chief Freelance Officer, du coup, est-ce que, comme tu disais, Guillaume, c'est quelqu'un des ressources humaines qui est rattaché aux ressources humaines, mais avec peut-être un manque de crédibilité vis-à-vis des équipes métiers ? Ou est-ce que c'est quelqu'un des achats qui va gérer tout le cadre légal ? Pareil, qui va être complètement détaché du coup de la relation humaine et donc des ressources humaines ? Ou est-ce que c'est quelqu'un in between, finalement comme toi, qui vient des RH, mais qui est complètement détaché à une direction technique ? Je suis assez convaincu qu'en ce moment, alors, on verra comment ça se passe dans le futur, mais qu'une couche intermédiaire entre les fonctions métiers et les fonctions support est pas négligeable. C'est-à-dire que moi, mon sujet, c'est de créer du lien entre l'interne et l'externe. Aujourd'hui, organiser des meet-up, des soirées avec des compétences, des experts spécifiques, si je le faisais avec une casquette recruteur, j'aurais un discours moins transparent, moins objectif aussi, que ce que je fais aujourd'hui, à savoir, moi je travaille pour l'existant, à savoir mes collaborateurs qui sont chez moi, je veux qu'ils aient des opportunités d'apprentissage. Donc ça, c'est mon objectif premier. Si on arrive à créer du lien avec des potentiels candidats, c'est du bonus, mais c'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, moi, c'est que quand on organise une soirée, un meet-up chez Deezer, ce soit stimulant, qu'on ait des gens qui soient passionnants et que les collaborateurs Deezer ils puissent apprendre de ces discussions, de ces échanges. Donc
Donc oui, je pense qu'effectivement, dans mon rôle d'animateur de communauté, et je suis assez convaincu aussi qu'il y a un cercle assez vertueux aujourd'hui dans ces logiques parisiennes de meet-up, de soirées, parce qu'on voit que les gens circulent régulièrement sur les différents meet-up, on se reconnaît, on se dépanne aussi quand il s'agit d'héberger un meet-up et que on a des difficultés à trouver des lieux. Voilà, c'est ça qui est assez génial en ce moment, je pense. Et du coup, il ne faut pas se tromper de casquette. Moi, ma casquette, c'est pas une casquette de recruteur. Moi, c'est une casquette d'animateur de communauté. Ok, très bien, merci. On va mettre fin à la table ronde. Du coup, juste pour conclure, quelques mots, pour résumer tout ce qu'on s'est dit. Ah, bah avec plaisir. C'est encore très balbutiant, notamment en France, et en général, c'est toujours dans les mains des directions des achats qui, structurellement, sont en charge de toutes les prestations qui font l'objet d'un bon de commande. Et donc, il n'y a pas forcément cette culture, justement, d'animation de communauté, de moderne. Vu qu'ils ont beaucoup de demandes, est-ce qu'un freelance est vraiment dépendant d'une société en particulier? Ça dépend. C'est quelque chose applicable aux freelances? Oui, parce que ça dépend beaucoup de pour qui ils bossent et c'est notamment les cas de personnes qui interviennent en régie longtemps chez un client. Enfin, tu te retrouves assez vite à faire passer je crois que c'est plus de 70% de ton chiffre d'affaires. C'est ça la condition légale, il me semble. Et du coup, ça arrive en fait assez vite, surtout maintenant que le plafond d'auto-entrepreneur a été rehaussé, ça limite un peu le risque, mais tu fais vite 50 000 € avec une boîte quoi, en Presta. Si tu es bon développeur, que tu te vends 600-700 € par jour, c'est quelque chose qui arrive très vite. Ok, donc même si derrière tu as plein de demandes différentes, c'est quand même considéré comme... Ça dépend si tu les prends. Oui, c'est-à-dire que tu peux faire 6 mois avec un client, te barrer en vacances. Okay. Les modes de boulot des freelances sont assez funky à ce niveau-là. Okay. La dépendance économique, effectivement, c'est pris en compte le nombre de sollicitations. Par exemple, il y a des traces quand même. Si effectivement tu es sollicité 30 fois par jour sur LinkedIn, on considérera que même si tu fais 70% de ton chiffre d'affaires avec une entreprise, tu n'es pas réellement en situation de dépendance économique parce que tu peux retrouver du boulot du jour au lendemain, en fait. Okay. Et c'est pas ça dépend des métiers, ça dépend des profils. Il y a des gens qui sont plus ou moins dépendants. Et qui même peuvent un peu perdre en qualification en étant en régie pendant 3 ans dans une entreprise où ils vont bosser sur une techno qui est un petit peu obsolète ou en gros pas trop se renouveler. Ça va être plus compliqué pour eux de retrouver du boulot derrière, alors que certains qui vont être, je sais pas, sur des technos peut-être plus dans le vent, vont eux être très sollicités tous les jours, quoi. Oui, je t'entends. J'avoue connaître trop peu la jurisprudence sur le sujet pour être sûr de ce que je raconte. Et après, je pense que dans tous les cas, nous, en tout cas, on pousse vachement là-dessus au travers de diverses initiatives. On pousse à faire évoluer le cadre légal sur ces sujets parce que, en fait, on voit ça comme un gros risque pour nos activités, sachant que nous, la manière dont on exerce, on ne compte pas la remettre en question. C'est-à-dire qu'on est en fait assez en phase avec le cadre de travail qu'on a réussi à se créer et l'écosystème dans lequel on baigne. Et du coup, je pense que c'est plutôt le cadre légal qui doit s'adapter à ces nouveaux modes d'organisation et de travail que l'inverse, quoi. On ne devrait pas craindre la loi alors qu'on est en train de jouir de notre activité professionnelle, quoi. Ludivine. Non, moi j'ai une question qui était plutôt pour toi, Guillaume, je pense, parce que tu as peut-être plus eu l'occasion de faire face à ça. C'est comment tu crées un pool de freelance avec qui tu bosses régulièrement, mais le jour où tu n'as plus de mission, comment tu gardes une relation avec ces freelances justement pour que dans 6 mois peut-être que tu les recontactes. Est-ce qu'il y a... Alors le retour d'expérience, il est encore assez court, puisqu'on a lancé ça en octobre. Non, mais je pense qu'effectivement, on en a parlé aussi un peu en substance. Hein, le danger, c'est ces boîtes qui sous-traitent le sourcing de Presta. Et du coup, moi, en tant que gestionnaire de freelance, j'ai absolument pas de visibilité sur
tunnel de mise en relation. C'est ça dont je veux me protéger actuellement chez Deezer. Après, garder le lien effectivement avec ces freelances, je pense que c'est les associer en fait à la communauté tech de Deezer au sens global du terme. On en a de plus en plus qui sont associés à des communautés techniques clairement identifiées sur une techno spécifique. J'aurais pas la prétention de dire que c'est le réseau Deezer, absolument pas. Simplement, c'est qu'ils sachent que chez Deezer, on a cette stack technique, on a ces compétences-là, qu'on peut être amené à avoir des sujets de prestation et que l'objectif, c'est qu'effectivement, ils se rapprochent de moi à un moment donné où ils peuvent être amenés à chercher une prestation en se demandant est-ce que tu cherches des gens sur tel type de mission. Voilà, ça, pour moi, c'est le cercle vertueux que j'aimerais mettre en place. Mais une nouvelle fois, on est encore assez tôt dans l'expérience. Mais néanmoins, je pense que voilà, ces événements, en fait, les gens sont tellement sollicités sur les réseaux sociaux. C'est ça que je veux dire par là, c'est que il y a une forte défiance aujourd'hui parce qu'il y a une couche intermédiaire, une couche d'intermédiation entre les entreprises et les freelances qui s'est créée, qui est énorme, avec pas mal d'abus, je pense aussi. Et du coup, simplement se dire que chez Deezer, on a régulièrement des événements techniques, donc on a régulièrement l'occasion de pouvoir rencontrer des gens qui travaillent dans les équipes techniques de Deezer. Ça peut être un bon moyen de se dire, voilà, je verrai s'ils ont des sujets là. Je crois vachement en fait au retour à des formats à taille humaine, avec des rencontres et de la proximité, comme ce qu'on fait aujourd'hui. On peut en discuter comme ça. Physiquement, et du coup je crois de moins en moins en fait à toute cette embellie sur les réseaux sociaux qui parfois crée de la distance ou crée de la suspicion. Voilà. Donc en tout cas c'est mon observation actuelle. Et pour autant LinkedIn n'a jamais été aussi puissant pour créer du lien avec le monde extérieur. Bonjour. On parle beaucoup de freelance IT tech. Quid du reste de la population professionnelle en fait? Est-ce que vous voyez déjà une raison pour laquelle ça touche d'abord les IT, d'abord ce métier-là, et quels sont les métiers qui vont devenir des freelancers avec le même périmètre d'approche des entreprises, enfin, le même impact pour intéresser les entreprises aujourd'hui? Je dirais juste quelque chose et je passerai le micro. Ouais, on l'a dit aussi, il y a des freelances qui choisissent leur carrière de freelance, puis des freelances aussi qui ne le choisissent pas parce que le marché est trop compliqué pour trouver un poste en entreprise. Moi, dans une autre vie, j'étais en agence de communication. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'écoles de création, des directeurs artistiques, des concepteurs rédacteurs qui ne trouvent pas de boulot dans des agences de communication et du coup qui se créent des statuts auto-entrepreneurs indépendants pour pouvoir après choper des petites missions comme ça par-ci par-là. Donc c'est pas forcément un choix tout le temps. Et après, je vais quand même passer le micro pour une vision plus globale. Ouais, non, je pense que déjà on parle là plutôt des professions, freelance, professions de services intellectuels aux entreprises. Là je parle pas des bikers, des drivers Uber et compagnie. Mais en fait, c'est la combinaison de deux choses, j'ai l'impression. La première, c'est que c'est l'essor de métiers où l'offre est inférieure à la demande et donc les employés sont en position de force et donc ils peuvent se permettre plus de liberté et plus de revenus en étant en freelance. Donc il y a ça qui porte les choses. Il y a aussi le fait on parle de métiers où le savoir-faire évolue de plus en plus vite parce que les technologies et les usages évoluent de plus en plus vite. Et donc il y a une vraie prime aux personnes qui savent se former vite et qui voient des expériences dans différents contextes rapidement. Et donc tous les métiers où l'apport d'un savoir-faire extérieur est utile vont être portés par cette tendance d'après nous. Donc ça s'applique à des gens qui font de la gestion de projet parce que la façon dont les équipes tech travaillent où les gens travaillent ensemble change très vite aussi. Tous les 2 ans, il y a une nouvelle méthode, une nouvelle idéologie d'organisation du boulot. Ça s'applique aux réseaux sociaux, ça s'applique au SEO. Ce qu'on faisait il y a 2 ans en SEO est complètement obsolète aujourd'hui. Donc pareil, les consultants SEO sont de plus en plus en free également. Donc de manière générale, tous les métiers où on a besoin de travailler dans des contextes différents pour se former au fil de l'eau sur des sujets différents sont favorables à l'essor du freelancing. Et ça s'applique à beaucoup de choses en fait.
qui était dominé par des sociétés de prestations qui commencent à être disruptées entre guillemets par des freelances qui, alors typiquement, ça a d'abord touché les SS2I parce que pouvoir de négociation plus fort et position plus forte sur le marché, donc les développeurs. Mais petit à petit, on voit qu'il y a d'autres métiers qui étaient dominés par des agences où il y a un lien en direct qui se fait. Et c'est vrai que l'apparition de plateformes très puissantes qui peuvent, Malte a beaucoup de graphistes, de vidéastes, etc. Enfin, en dehors des métiers de l'IT, il y a quand même 70 000 freelances qui sont inscrits sur Malte, par exemple. Donc l'apparition de plateformes et de la possibilité d'avoir des coûts de transaction plus bas, ça rend un certain nombre de sociétés de services qui faisaient de la régie un petit peu moins pertinentes. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester pertinentes sur des gros projets, mais sur tout ce qui est sourcing, mise en relation, etc., c'est que ça fait moins sens. Et puis de l'autre côté, que ce soit les consultants, les développeurs, etc., c'est moins intéressant c'est plus intéressant de passer en direct. Hein, ça permet parfois de gagner quand même mieux sa vie. Et donc tous les métiers qui étaient dans une agence, dans une société de conseil, dans une société de prestation, sont amenés à être davantage dominés par le freelancing et par le lien en direct entre l'entreprise et le freelance. Donc il y a beaucoup plus de consultants de toutes sortes, y compris des gens plus âgés, qui après une carrière décident de devenir freelance, donc du conseil, mais du conseil en tout ce que vous voulez, conseil en innovation, conseil ceci, conseil cela, et qui se disent, plutôt que de rester dans la société, de chercher à me faire réembaucher en CDI dans une boîte de conseil alors que j'ai 45 ans, et 45 ans, c'est extrêmement jeune, et pourtant, c'est pas si facile d'être embauché en CDI quand on a 45 ans, on va devenir freelance et ça permet d'avoir accès à des gros clients et finalement de gagner correctement sa vie plutôt que de subir l'attente et le chômage. Voilà. Et c'est pour ça que l'âge moyen en fait, des freelances n'est pas si bas que ça. On pense que, on a tendance à penser que c'est que des développeurs de 25 ans, pas du tout en fait, hein, c'est plutôt proche de 35 ans. Et parce qu'il y a tous ces consultants plus seniors, et parce que quand on est plus senior, c'est plus intéressant de passer en direct aussi et pour les entreprises aussi, c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir accès à des talents, des talents seniors, là où quand on travaille avec une boîte de conseil classique, on paye le senior, mais on a le junior. Voilà. C'est vrai. Juste pour compléter tout ce que tu as dit est complètement exact. Et juste pour compléter, rien que nous, dans notre petit collectif, on n'est que 200 et il y a des gens qui font du conseil en démocratie participative, du marketing, du commercial, de l'apport d'affaires. Enfin, c'est quand même beaucoup plus... C'est pluriel, quoi. Il n'y a pas que des développeurs, quoi. Et puis on voit aujourd'hui aussi des DAF qui sont à temps partagé, des directeurs administratifs financiers, des DRH également. Hein, tu parles de populations qui ont une certaine expérience. Qui se revendent en effet comme DRH partagés pour intervenir auprès de TPE, de PME qui n'ont pas forcément tout le temps les moyens et la nécessité de recruter, d'internaliser en interne cette compétence. On revient à cette notion d'organisation en écosystème ouvert qui va s'appuyer sur des expertises satellites. Bonjour, j'avais une question. Je voulais mettre en parallèle ce dont vous discutez avec le statut de pigiste parmi les journalistes, qui traite en fait en partie la question de la dépendance économique, car quand une rédaction sollicite un pigiste, la loi l'oblige à s'engager sur un volume de travail équivalent, au moins équivalent à l'année précédente. Et donc en fait, le pigiste est considéré comme un certain statut de salarié. Et donc à ce titre bénéficie des mêmes droits associés au statut de salarié, tout en ayant une flexibilité et une liberté de travailler avec d'autres employeurs. Est-ce que vous pensez que ce statut, s'il était étendu aux activités qui sont dans le freelancing, réduirait son attractivité du côté des employeurs ou du côté des freelances ? Je pense que la réponse est que ça dépend du marché. C'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que la loi, c'est un espèce de consensus sociétal sur un sujet donné. Et aujourd'hui, étant donné que, prenons le secteur des designers, par exemple, il y en a pas mal qui ont du mal à se trouver des missions, etc. Donc, je pense qu'ils seraient plutôt demandeurs que les sociétés leur disent OK, go, je te recommanderai le même volume l'an prochain. Parce qu'en fait, c'est un marché qui n'est pas très tendu. En revanche, les développeurs, je pense que si tu leur proposes ça, tu les fais fuir parce qu'ils veulent plutôt... ça colle un peu avec la discussion qu'il y a eu ici, c'est-à-dire qu'ils cherchent plutôt la diversité des expériences, trouver toujours des nouveaux projets, apprendre des nouvelles technos.
parce que le marché le permet, qu'ils savent toujours qu'ils retrouveront du boulot. Du coup, je pense que ça s'adapte secteur par secteur, quoi. Il n'y a pas une réponse unique à cette question. C'est complexe et très évolutif en fait. C'est-à-dire que même sur un métier qui a priori n'a pas beaucoup de force sur le marché, ça peut évoluer assez vite. Et pigistes, parmi les pigistes, il y en a beaucoup qui sont aussi rédacteurs-concepteurs en freelance pour des clients corporate en fait. Et du coup, ça réduit un peu ça réduit quand même beaucoup même leur dépendance à un donneur d'ordre en particulier. Et c'est vrai que des bons rédacteurs, c'est quand même assez recherché. C'est pas si facile à trouver. On prend la dernière question. Bonjour. Moi, j'ai une question au sujet des facteurs clés de succès de l'intégration des freelances dans les équipes. C'est peut-être plus pour 10 heures. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un succès quand les gens ne savent pas en fait s'ils sont CDI, salariés, intérimaires, freelance ou autres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des éléments un peu positifs dans ce sens aujourd'hui? Oui, je suis assez d'accord. Enfin, c'est ce que je disais, c'est que l'objectif, c'est que quand une personne intègre une équipe, les gens ne le traitent pas différemment si c'est un freelance, si c'est un CDD, un CDI. Les facteurs de clé de succès, on le voit, c'est quand les gens nous recommandent en fait à l'issue de leur prestation. S'ils nous recommandent, ils reviennent au meet-up, si on garde en fait un lien en fait avec eux après leur passage. C'est ça pour moi le principal KPI. Je pense qu'une nouvelle fois, ils n'ont pas de difficulté à trouver des missions. Nous, on est une étape dans leur parcours. Mais je pense par contre qu'il y a un rapport assez vertueux qui est de se dire qu'aujourd'hui, un freelance, s'il se présente à nous et qu'on n'a pas de mission à lui proposer pertinente, ou si à l'inverse, on estime qu'il n'a pas encore toutes les clés pour venir chez nous, ce qui est hyper confortable par rapport à une rencontre dans le cadre d'un CDI, c'est que cette personne-là, elle sera entre guillemets décomplexée de revenir se présenter à nous 6 mois, 1 an et demi après, parce qu'entre-temps, elle aura fait des missions qui justifieront qu'elle a progressé sur telle techno pour pouvoir bosser chez nous, ou qu'elle a envie de venir de se représenter à nous parce qu'elle a vu qu'on lançait un tel projet qui peut lui intéresser. Donc c'est ça aussi qui est très agréable, je trouve, dans la relation qu'on a avec les freelances, c'est qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, sur mon écosystème qui est extrêmement animé et très riche, c'est que les gens, aujourd'hui, ils ont pas d'intérêt politique, entre guillemets, à me dire autre chose que ce qu'ils pensent véritablement de Deezer ou de ce qu'ils pensent des collègues ou de la prestation qui sont faites. Donc je pense qu'il y a une sorte d'honnêteté intellectuelle dans le rapport que je peux avoir avec eux quand ils sont chez nous ou quand ils sont partis. Allez, toute dernière, et après on va conclure. Je fais quoi Comment est ton prénom? Nicolas. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. C'est-à-dire, je pense vraiment que le freelance, il va évaluer le succès d'une mission donnée à la qualité de ce qui est rendu et qui... Je sais pas comment dire. Ça va vraiment être sa clé de lecture, quoi, de se dire là j'ai rendu un bon boulot et j'en suis fier ou non. Et du coup, il faut vachement prendre ce prisme-là, je pense. En tout cas, c'est ce qui va l'intéresser, lui. Ouais, je fais très très vite, promis, mais j'aimerais juste nuancer parce que je suis en partie d'accord et en partie, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de l'idée de travailler avec des freelances, c'est qu'il faut parler de diversité, de situations et des profils et embrasser des situations différentes. Ce que tu dis s'applique très bien à des gens qui vont être là 5 jours par semaine pour des missions longues. Ça s'applique absolument pas à un designer qui va être là pendant 15 jours. On peut toujours dire qu'on fera comme s'il n'était pas freelance et qu'il fait partie de l'équipe. Tout le monde sait très bien que dans 2 semaines, il est plus là. Et donc, mais c'est aussi plein de richesses et c'est ça qui est chouette. Et il faut se dire que quand on commence à travailler avec des freelances, on accepte qu'il va y avoir des organisations de travail plus diverses, avec des contextes différents, mais que c'est chouette, que ça remet le projet au centre, ce qu'on essaye de faire ensemble, au centre de la discussion, et on tire profit de toutes ces façons de s'organiser, de toutes ces compétences pour le faire à plusieurs, quoi. Ok, parfait, merci. Écoutez, je vais conclure cette table ronde. Juste pour rappeler tout ce qu'on s'est dit, finalement le freelancing aujourd'hui en France est à son balbutiement, comme tu le disais Laetitia. C'est quelque chose qui va augmenter d'année en année. Alors il existe aujourd'hui des plateformes pour aider sur la recherche, le sourcing de freelance
On parlait de Malte, on parlait de Comet, bien évidemment, on parlait de HappyDev aussi. Il y a des plateformes comme WeMind que j'ai découvert qui aident aussi sur les aspects juridiques pour accompagner les entreprises. Mais finalement, avant tout, freelance et le freelancing, c'est un moyen de favoriser l'apprentissage pour les équipes internes des entreprises. C'est un moyen de valoriser donc du coup la marque employeur dite interne, mais aussi la marque employeur externe, parce que ces freelances, demain, sont potentiellement des clients de l'entreprise. C'est potentiellement des personnes qui vont coopter d'autres personnes pour cette entreprise, donc ça va favoriser la marque employeur. En fait, avant tout, il y a une notion de culture d'esprit dans tout ça, qui doit être insufflée en interne dans l'entreprise pour donner cette légitimité au freelancing dans l'entreprise. Et cette culture d'esprit, elle doit être pas portée par une personne, parce que c'est un collectif, mais elle doit être poussée par en tout cas une personne qu'on pourrait appeler le Chief Freelance Officer, qui serait finalement cet animateur d'un écosystème. Je conclurai là-dessus. Et puis je voulais remercier déjà Laetitia qui vient de Londres, qui a bravé la neige française. Et puis merci aussi à vous, messieurs, Nicolas, Alexandre et Guillaume. Là, vous avez affronté le verglas des trottoirs parisiens. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.